Bonjour, bon après-midi, bonsoir, en dépendant de la région du monde où vous vous trouvez. Soyez les bienvenus à HIV 2020 Online. Sur les innovations et solliciter les changements, comprendre. C'est important pour nous de savoir que cette interprétation aura de l'interprétariat et vérifier si vous êtes en train d'utiliser votre ordinateur ou si vous utilisez votre téléphone. Vous allez voir un symbole d'interprétation, le petit monde. Donc, vous veuillez choisir le canal audio pour la langue de votre choix. Nous avons des directives de participation que je voudrais vous mentionner pour participer. Cette session offre un espace sûr et neutre pour le partage, connaissances, des expériences et compétences, des options dans le respect mutuel. HIV 2020 Online applique une politique de tolérance zéro pour toute forme d'intimidation, harcèlement, d'utilisation abusive du langage, des expressions agressives d'opinion ou de tout autre comportement indésirable. Cela comprend pendant la session Zoom, dont les plateformes médias sociaux HIV 2020, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Susceptibles d'incommoder des panélistes, intervenants, traducteurs et ou participants. Nous avons perdu les sons. Nous vous prions de patienter. Bonjour. Les participants à la session qui commettraient de telles actions seront immédiatement retirés de la session sans préavis par les hôtes. Nous avons rencontré un petit problème technique. Nous vous demandons de votre patience. Cette session est en train d'être transmise live par Facebook. Elle est enregistrée, elle serait uploadée dans le canal de YouTube de BIH 2020. Si vous êtes inquiet pour votre confidentialité, nous vous prions d'éviter de mentionner votre nom, le nom de votre association ou toute autre information que vous considérez susceptible de partager. Merci beaucoup. Nous vous donnons encore une fois la bienvenue à cette session de défense des intérêts de la communauté, comment nous animons et nous mobilisons. Soyez les bienvenus. Je suis Liliane Moreco, je travaille avec la communauté internationale des femmes vivant avec VIH dans l'Afrique de l'Est. Je suis passionnée sur les droits humains de tout être humain. Et je suis heureuse de faire partie de cette session et de pouvoir interagir avec vous. Donc, en cherchant une réponse pour le VIH, vous savez bien que ça décline parce que les organisations internationales, les gouvernements ont négligé leurs activités dans tout ce qui est le secteur de la santé publique, et notamment maintenant que nous faisons face à la COVID-19. VIH continue à donner moins et moins d'attention, notamment pour soutenir toutes ces communautés vivant avec VIH. Il faut savoir que les activités de façon traditionnelle qui sont en dehors du gouvernement et les systèmes tels que la prévention, les droits humains, le plaidoyer pour les populations clés
sont des populations marginalisées et reçoivent de moins en moins de l'attention prévue. Dans les sociétés que nous vivons aujourd'hui, ça devient encore un défi, notamment pour les populations vivant VIH, pour avoir accès à des services aux prises en charge ou plaidoyer pour un changement. Même dans un contexte changeant si rapide, nous savons que les plaidoyers de la communauté sont prêts pour l'avenir. Donc, ils continuent à travailler fort. La réponse communautaire de VIH avec les plaidoyers faits par les militants est très important en ce moment, car c'est une des actions clés de laquelle nous devrons discuter aujourd'hui. Il est important que s'impliquer dans cette plaidoyer venant de la communauté. Aussi, pour un avenir sans VIH, ce matin, cet après-midi, ce soir, nous avons entendre de la voix des intervenants très importants qui sont en train de participer à cette manifestation de VIH 2020 online. Et nous allons voir comment on peut défendre les intérêts de la communauté, comment nous innovons et nous mobilisons. Donc, nous allons entendre l'expérience personnelle, le travail qu'ils ont effectué, car il est très important de mettre en évidence l'importance que le plaidoyer de la communauté peut y avoir. Nous allons entendre de chaque intervenant pendant 5 ou 6 minutes pourquoi il est important et comment s'investir. Ils vont nous parler des approches innovatrices, de comment s'y prendre au niveau de la criminalisation, discrimination et aussi les besoins financiers et comment ils sont en train de les résoudre. Pour avoir un meilleur avenir. Donc, nous donnons la bienvenue à tous les membres de notre panel. Nous allons maintenant entendre de la part de Vietnam par Quat Thai An de SCDI. Elle va nous parler de comment la réduction dans des conversations de santé publique et elle va nous parler de toutes les leçons qu'elle a apprises. What? Les militants de l'objectif. Nous sommes. Nous changeons les règles. Nous sommes des personnes qui créent des problèmes. Les traiteurs, les dissidents, des vagues, comme les autres. Je suis une femme trans et aussi une maman vivant avec VIH. Moi, je suis militante des droits de l'homme. Je suis un père vivant avec VIH. Je suis musulmane et je suis militant de droits de l'homme. C'est tout un défi et je me sens stigmatisée. Ça peut être défiant. C'est tout un défi. Mais nous pouvons faire que l'existence et la vie des
personnes trans puissent s'améliorer, donner les personnes vivantes avec de VIH ou consommateurs de drogue, leur foi soit respectée. Arrêter les stigmatisations des femmes vivantes VIH et que les femmes jeunes puissent recevoir soient prises en charge comme il faut. Nous sommes des visionnaires, nous sommes des partenaires, nous sommes des alliés. Nous sommes les protagonistes d'un meilleur avenir et nous sommes ici, 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 nous sommes ici. Parlez-nous, parlez-nous. Je suis un militant. Merci beaucoup pour cette vidéo. Je pense que ça peut introduire le thème que nous savons débattre de toutes les conversations que nous aurons avec nos leaders aujourd'hui. Maintenant, nous savons quoi? Merci. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je vous parle du Vietnam. Comme Liliane a mentionné, SCDI est une ONG à Vietnam. Et ça fait 10 ans que je travaille depuis le début de cette organisation. En parlant de la réduction des risques et les politiques, la question est: qu'est-ce qui est innovateur de notre approche? Est-ce que nous pouvons constater par la vidéo, bien souvent, les militants devaient faire beaucoup de bruit, faire lever leur voix très fort. Ils devraient pousser les barrières. Étant donné le contexte à Vietnam, la façon que nous approchons cette problématique et beaucoup d'engagement et construction des capacités. Nous avons créé un partenariat avec la communauté et les législateurs, ainsi que les officiers d'application de la loi, la police, parce qu'à la fin du jour, nous avons tous les mêmes objectifs, c'est-à-dire avoir une meilleure vie pour tout le monde, de façon beaucoup plus pacifique, au sein d'une société beaucoup plus pacifique. Nous essayons de regrouper les personnes pour atteindre cet objectif. Donc, nous sommes des intermédiaires et nous créons les dialogues et créons les partenariats entre la communauté et tout le reste. La communauté des personnes, par exemple, utilisateurs de drogues, sont devenus des parties du procès dans la création de législation. Donc, à l'intérieur, ils peuvent faire une contribution pour leur communauté. Et ça peut être pour les personnes usagées de drogue ou les personnes vivant avec VIH qui soient dans une organisation comme la nôtre parce qu'ils apprécient la valeur que ça apporte. À l'intérieur de la communauté, nous comprenons mieux le processus pour législer. Donc, c'est la façon que nous pouvons travailler de façon plus effective. Donc, cette construction des capacités, c'est une de nos approches. Lorsque nous faisons du plaidoyer, nous considérons la valeur avec laquelle on doit contribuer. Ici, la valeur, ce sont les droits humains. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut procurer qu'on puisse défendre les droits des personnes pour pouvoir législer. Et puis aussi apporter un bénéfice à la communauté pour la réduction des risques et
Nous avons présenté des évidences des femmes, comment la réduction des risques et la criminalisation pourraient apporter un bénéfice, non seulement pour les personnes usagers de drogue, mais dans la société dans son ensemble. Ça me semble que toutes ces genres de choses sont beaucoup plus importantes et ça aide à convaincre les législateurs. C'est pour ça que il faut chercher toujours le respect des droits humains et les bénéfices que ça apporte à la société. Et ce n'est pas que la meilleure chose à faire, c'est la chose la plus intelligente à faire. Nous avons, me semble que nous avons réussi à convaincre les législateurs et le gouvernement que le fait d'investir dans la réduction des risques, c'est un investissement intelligent. Ça apporte un bénéfice à la communauté, aussi à la société, et maintenant le gouvernement a eu à bien investir dans la réduction des risques. Maintenant, nous n'avons plus le financement de bailleurs de fonds pour la substitution. 100% c'est fait au niveau national et il y a un co-paiement pour le reste du coût qui vient de la part du gouvernement. Me semble-t-il que c'est un investissement assez important et c'est un engagement très important pris par le gouvernement. Le gouvernement est en train d'investir dans des différentes provinces pour avoir des seringes propres. Ce sont des programmes qui sont très importants de nos jours. Comme ça, les personnes ne devaient pas s'inquiéter parce qu'elles portaient une seringue. Donc, parce que, bon, on a encore un petit incident ici et là, mais bon, dans l'ensemble, le risque est descendu, notamment celui de porter ou de se promener avec une seringue. Nous commençons à avoir de l'évidence que le VIH entre les usagers de drogue est sous un meilleur contrôle. Nous avons aussi nous l'avons mis en ordre dans 4 provinces et donc il y a eu un contrôle, j'oserais dire même, de réduction de l'épidémie. Donc, une amélioration dans cette population usagée de drogue. Nous pouvons travailler ensemble, main à la main, et éviter la criminalisation. Autrement, si on ne peut pas prouver que la criminalisation s'est réduite, on ne va pas pouvoir plaidoyer. Donc voilà, ce sont des choses et l'expérience que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Liliane, vous avez la parole maintenant. Merci, Ona, pour tous ces points si intéressants. Notre prochain intervenant, c'est Rosa Cosimbo, qui va nous parler de la criminalisation des personnes. Richard. Prendre la parole, s'il vous plaît. Bonjour, Liliane. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à vous tous qui se sont joints à nous. Je suis Richard Lusimbo. Je suis ravie d'être ici et puis pouvoir entamer cette conversation si intéressante avec vous et avec les autres militants. Comme militants, nous sommes toujours en la première ligne pour assurer que les droits de nos communautés soient protégés, mais aussi garantir que nos communautés puissent avoir accès aux services de santé, de VIH ainsi que d'autres. À Ouganda, nous avons ILGA. Nous avons des problématiques parce que on n'a
pas toujours accès aux services ni prise en charge pour les populations clés. Suite à la législation récente, notre communauté a été ciblée par la police et les autorités. Il y a beaucoup qui ont été arrêtés et ils sont restés emprisonnés pendant 5 jours. Donc, ça, c'était au sein de l'agenda d'identité de genre. Donc, nous devons procurer des services de conseil juridique et accorder l'opportunité aux personnes à avoir des conseils juridiques. Autrement, ils vont être sans défense. C'est que les actions au sein de la communauté ont été obstaculisées parce qu'il y a cette criminalisation. Et c'est pourquoi il est important pour nous d'avoir cette conversation continue autour de ce thème pour assurer que personne soit criminalisé dans notre communauté. À Ouganda, nous avons pu continuer à travailler et faire des progrès parce que nous avons un mouvement social. Les leaders de la communauté qui s'engagent vont s'assurer que leur communauté soit bien informée. Nous nous sommes aperçus que si nous n'avons pas un mouvement fort au niveau communautaire, ça va être beaucoup plus difficile et nos communautés seraient dans le désespoir. Mais grâce à cet engagement et leadership si fort, nous avons vu que les personnes reçoivent de l'information pertinente et ainsi garantir que la communauté ait accès à des services et que les personnes aient accès à leur traitement. Nous faisons la distribution, que ce soit par vélo ou autre moyen. Nous travaillons avec partenariats comme nous ne travaillons pas de façon isolée, nous travaillons en partenariat avec la société civile et les communautés. C'est ça qui nous a permis à contribuer et pouvoir engager avec d'autres forums qui vont assurer les droits humains et qui vont maintenir en vie nos communautés et nos organisations. Nous faisons aussi des conseils juridiques pour assurer que les droits des populations clés soient respectés, même pendant les confinements. Les avocats, même pendant les confinements, ont pu aller dans les tribunaux pour garantir les droits. Et que toutes les personnes qui avaient été emprisonnées soient libérées sans un casier judiciaire. Ils doivent être protégés grâce aux droits accordés par la Constitution. Nos communautés doivent savoir quels sont les prérequis et comment s'y prendre pour pouvoir participer. Et puis, dans la livraison des services, et puis comment on peut s'engager, on informe les communautés et c'est une conversation qui fait que nos mouvements puissent accroître, devenir plus importants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard, pour avoir élevé la barre pour que les communautés soient au front du leadership. Merci de vos actions.
Et notre prochaine intervenant, c'est Emanuela du Niger. Emanuela, s'il vous plaît, vous voulez vous présenter et citer les points importants de votre présentation. Merci beaucoup. Emanuela, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends. Bonjour. Prenez la parole, s'il vous plaît. Je suis Emanuela Loveline. Nuabrice. Je suis à l'association des femmes professionnelles du sexe au Niger. Casa 19. Dans cette panel, nous allons débattre les situations que nous avons au Niger. Pour nous, les actions que nous avons prises dans le passé, car il y avait la police qui venait arrêter les personnes gays et il y avait des charges présentées à la rencontre contre eux. Bien entendu, il y a beaucoup de stigmatisation envers les professionnels du sexe en Nigeria. Nous sommes allés dans les tribunaux pour nous défendre, mais ils ne sont pas arrivés à l'heure. Et les actions qui avaient été adoptées par l'association, nous avons dit qu'il y avait des routines quotidiennes de façon journalière. Le travail de professionnels de défense de professionnels du sexe a été pris par les médias, la société civile et les militants pour assurer que le gouvernement et les autorités connaissent les cas. Et nous avons travaillé ensemble avec les médias et la société civile. Nous avons marché à Abidjan et puis il y a eu des protestations, des manifestations. Après cela, nous avons fait une demande à la Commission des droits humains pour qu'elle soutienne notre mouvement de toutes ces femmes travailleuses du sexe de notre pays. Donc, on a pris cette demande aux droits humains international et puis les membres de la commission se sont présentés. Cette commission des droits humains, le président a dit c'est pas notre cas. Et puis, ils nous ont aidés pour agir assez vite. Mais ce qui est terrible, c'est qu'ils n'avaient pas pris connaissance avant de ce qui s'est passé. L'agression contre les travailleurs professionnels du sexe en Nigeria est terrible. Normalement, on se voit agressé et puis la police venait nous violer, nous voler. Les actions qui ont été prises par l'association
nous a permis d'attirer l'attention des autres organisations et obtenir leur soutien, leur support, parce que nous faisions cette dénonciation contre la police, parce qu'on nous vole, ils nous dénigrent, ils nous agressent physiquement. Ils ne vont pas vous permettre d'aller au centre de santé pour avoir accès aux services et travail. Si vous êtes un professionnel de sexe, vous êtes mal vu. Et ça, c'est la discrimination qui est liée au travail sexuel. Il a fait qu'on puisse mettre fin à toute cette arrestation illégale qui avait lieu dans notre pays. Maintenant, nos voix ont été entendues et la police ne nous agresse plus parce qu'autrefois, ils nous agressaient, ils nous volaient notre argent. Nous comprenons que c'est grâce au plaidoyer et la participation de la société civile que nous avons pu faire ces mouvements. Nous avons appris que travailler seul dans notre coin, ça mène à rien. Il faut travailler à plusieurs. Il faut travailler de main à la main pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il était clair pour le gouvernement qu'il fallait agir vite parce qu'on avait uni nos forces. Imaginez-vous lorsqu'on a envoyé la dénonciation, qu'on avait plusieurs associations qui la soutenaient. À ce moment-là, ils n'ont pas eu un autre choix que libérer les personnes. Donc, nous avons obtenu ce que nous cherchions pour qu'on ne soit pas agressé. Et nous, comme raison, nous nous sommes aperçus que nous avons obtenu le soutien des autres associations pour dénoncer ces arrestations illégales desquelles les femmes travailleurs de sexe en avaient fait l'objet. Merci beaucoup, Emanuela. C'est extraordinaire, nous apprécions vos actions beaucoup. Et maintenant, nous avons déjà entendu 3 de nos intervenants. Et j'aimerais vous dire que nous voyons les stratégies que les communautés sont en train d'utiliser dans les bases. Mais je voudrais souligner les points clés qui sont à retenir de ces 3 intervenants. Nous avons entendu que même si on a des défis en tant que communauté pour l'évidence est très important si on veut faire changer les choses au niveau législatif et des politiques du gouvernement. Le Richard et Emmanuel ont partagé avec nous. Il est clair que nous devons engager beaucoup de participants, y compris les médias, la société civile, afin de pouvoir se montrer, dénoncer vis-à-vis de gouvernement, notamment lorsque il faut parler de nos défis. Il faut se dire aussi qu'il est important d'investir dans les stratégies qui nous aident à réclamer ou à récupérer nos droits. Ça, on a entendu de la part de Richard. Le cas de Uganda est
clés et nous devons retenir les expériences qu'ils ont obtenu le respect de leurs droits. Donc, l'unité est très, très importante. Ça, on l'a entendu de la part d'Emmanuela, de Richard et aussi de Ona. Pour avoir une communauté forte, il faut avoir des mouvements de la société civile forts. C'est ça dont on a besoin si on veut continuer à faire les plaidoyers des communautés clés dans notre moment difficile. Maintenant, nous voulons entendre vos points de vue et vos expériences. Nous voulons obtenir vos meilleures pratiques. Donc, nous vous invitons à utiliser la fonction Q&A afin que nos intervenants puissent répondre à vos commentaires et surtout à vos questions. Donc maintenant, je voudrais inviter à Joël. Il est ici pour élever la conversation. Joël, vous êtes le bienvenu. Commencez par vous introduire afin que les participants et nos délégués puissent vous connaître. Merci. Merci et bonjour à vous tous et vous toutes. Je suis Joël, je suis une des personnes derrière le jour international contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. J'ai toujours été militant, bien entendu, dans les agendas de diversité sexuelle. Merci pour m'avoir invité à participer ici. Et juste pour m'assurer, bien entendu, il y a une liaison avec les militants et la société civile. Moi, je vais vous parler en dehors de cette conversation, le thème d'aujourd'hui, que ce soit les différents programmes, que ce soit la protection de professionnels du sexe ou tous ces thèmes, à moins que vous soyez cabildages derrière les scènes, vous n'aurez pas avoir le pouvoir parce que nous avons des communautés et ces communautés souhaitent faire partie. Donc, je vais vous parler de comment vous pouvez organiser vos communautés pour faire partie d'un mouvement. Notamment, nous avons deux modèles principaux de comment mobiliser un modèle de contrôle et puis l'autre, ce sont la distribution des agences. Donc, une organisation va établir un agenda des activités, des actions. Et il va dire à ses militants quoi faire. Et puis, il va convoquer aux personnes qui vont se joindre à une action bien définie par l'organisation. Puis, on va voir le déploiement de cette individu de façon moins formelle, vont créer un momentum et vont demander les personnes d'y participer. Donc, d'un côté, nous avons un qui est contrôlé, l'autre modèle, c'est MeToo, Black Lives Matter, Yellow Vest, ce sont des mouvements. Les Gilets jaunes, par exemple. Et puis, après cette présentation, je demanderai à Richard, Emmanuela et Ona de peut-être nous parler un peu plus de comment ils se mobilisent avec leurs partenaires. Donc, les avantages
de modèles contrôlés, c'est qu'il y a une adhérence, les gens sont protégés, ils ne appartiennent pas à quelque chose. Il faut juste suivre les directives de l'organisation et c'est très technique parce que l'organisation est technique, les débats vont être portés sur changer une loi et des choses de contexte beaucoup plus profond, si vous voulez. Et puis, après, tout ça, ça va se transformer dans une action politique. Le problème avec ça, et c'est pour ça que beaucoup des organisations, notamment dans l'Ouest, sont en train de changer de modèle. Parce qu'il y a quand même une limite à leur participation, parce qu'ils perdent des personnes selon les types d'activités que vous proposez, parce que des fois, elles ne sont pas d'accord avec ça. Et puis, beaucoup de personnes se méfient des organisations de nos jours. Donc, ils sont en train de sortir de ces organisations et essayer de créer leur propre mouvement. Il y a des gens qui veulent vraiment être dans l'action. Et puis, c'est les manifestations. Bon, d'accord, on a une demande ici, puis vous avez une deuxième demande. Et puis, il faut voir ce qui se passe, la visibilité des mouvements, parce que ça, vous devez, vous voulez les contrôler, mais aussi, il peut y avoir des difficultés. Et puis, il peut y avoir aussi les messages qui doivent être transmis. Une campagne, par exemple, aura quelques messagers au porte-parole que l'organisation décide, tandis que dans d'autres sortes de mouvements, il y aura plusieurs voix. Donc, les actions sont distribuées, il y a beaucoup plus d'imagination, vous avez des agences, vous créez des mouvements, vous allez créer beaucoup de personnes actives en lieu d'avoir des supporters passifs. Donc, ça transforme les mouvements. Et puis, on va faire que tout le monde grimpe dans les hauts de l'escalier, si vous voulez, et non pas être des observateurs passifs comme dans les mouvements contrôlés. Les personnes vont monter vers le haut de cet escalier. Les plus de personnes qui montent dans cet escalier, plus fort sera le mouvement. Et puis, la seule chose que nous savons, c'est d'établir un titre. Même le titre est très important, c'est très spécifique pour une certaine population. Et puis, on a dit les personnes, faites ce que vous voulez, mais agissez. Et les activités qui se sont déroulées par la suite, c'était de 0 à la participation de 130 pays pour une action de une journée internationale. Donc, le succès, c'est qu'on ne contrôlait rien. On n'avait pas eu un porte-parole, il y avait beaucoup des agences qui participaient. Donc, bien sûr qu'il y a des inconvénients, tout ça. Cette journée partait dans toutes les directions possibles, imaginables. Il y a 100 tags différents et des noms différents, mais c'était une réussite aléatoire, si vous voulez. Donc, comme suggestion, comme un thème de conversation, j'aimerais entendre nos panélistes pour entendre leur opinion à cet égard. Comment est-ce que vous mobilisez vos militants quand vous leur demandez de participer dans une action? Quel est le modèle? Comment vous contrôlez? Comment vous gérez les personnes sur le terrain et dans l'action? Merci de m'avoir donné l'occasion de participer aujourd'hui. Merci, Joël. On aurait
pas pu avoir une autre personne qui parle si passionnément sur les thèmes qui nous intéressent comme tu l'as fait aujourd'hui. C'est le pouvoir des personnes, me semble-t-il que ça résonne, ça fait du écho avec nous tous. Les échos des individus. Et bien entendu que tu nous laisses avec beaucoup de questions que j'espère qu'on va répondre. Tu parles de la confiance, me semble-t-il que c'est très important à réfléchir sur la confiance. Comment on va créer la confiance? Comment tu peux assurer que les personnes que tu mobilises, qui veulent adhérer à ta cause, vont te faire confiance, vont avoir la confiance dans tes actions et dans ton mouvement. Tu as soulevé un autre point très important qui avait déjà été évoqué. Et tu parles des agences, la transformation d'un mouvement. Donc, moi, j'aimerais maintenant donner la parole à Ona, Richard et Emanuela, nos intervenants, pour pouvoir répondre aux questions posées par Joël. On va vous accorder quelques minutes pour savoir comment est-ce que vous faites que les individus vous soutiennent au fil de temps. Et donc, Emanuela, on va commencer par vous. Emanuela, si vous pouvez répondre aux questions que Joël a posées. Oh, si Emanuela n'a pas une bonne connexion, on peut d'abord entendre Ona. Ona, merci Ona. Merci Joël, merci Gillian pour m'avoir donné l'occasion de participer. Je pense que pour mobiliser la communauté, lorsqu'on parle de la mobilisation, me semble-t-il qu'il ne s'agit pas que de la communauté. La mobilisation, c'est de tous les participants, de tous les intéressés. Parce que les législateurs, ils font que la politique, comme d'habitude, le résultat de la politique serait bien différent. Donc la mobilisation, il faut comprendre, c'est-à-dire que tous les participants doivent participer. Mais pour pouvoir mobiliser les personnes de façon durable, on doit les engager pour que vraiment ça touche à leur cœur, cette action, et qu'ils puissent travailler ensemble avec nous. Au niveau de la communauté, nous devons travailler le langage pour donner de l'importance à ce thème dans notre quotidien. Il faut comprendre que nous avons des personnes au sein de la communauté qui peuvent participer, peuvent s'engager à des différents niveaux. Il y aura des personnes qui vont travailler à niveau national, dans les textes de loi. Leur plaidoyer ne se fait pas lorsqu'il y a une loi qui va être créée. Non, ça se passe tout le temps parce que c'est un thème qui est important pour la vie des personnes où ils soient. Donc, on fait le plaidoyer à tous les niveaux, même dans les bases, parce qu'il faut savoir s'adresser aux gens pour pouvoir les convaincre et demander leur adhésion. Et ça doit être fait à tous les différents niveaux. Si nous entendons les plaidoyers ainsi, nous pouvons travailler avec la communauté afin de mobiliser et les engager à long terme pour obtenir les résultats législatifs qu'on cherche à avoir. L'impact n'est pas seulement le résultat d'une loi, mais c'est aussi la transformation. Si on peut le travailler à tous les niveaux,
tous les jours, la transformation sera réelle et beaucoup plus importante. Et ça va aussi dans la mentalité. Et c'est ça qu'on peut constater ici avec la réduction de risque. Les personnes l'acceptent, qu'elles les considèrent comme normal. Ça nous a pris une quinzaine d'années. Merci beaucoup. Tu me rappelles le slogan Rien sans nous. Oui, tout ce qu'ils font va être dans leurs bénéfices. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réflexions sur la question de Joël? Merci beaucoup pour soulever ces pensées si importantes, mais aussi pour nous poser la question de comment est-ce que nous mobilisons. C'est critique sur les actions que nous faisons au niveau communautaire. Nous avons une mobilisation à des différents niveaux, au niveau national, au niveau local, mais aussi au niveau international. Nous avons pu avoir des conversations sur les personnes LGBT partout dans le monde parce que nous sommes en communication en continu tout le temps. On est en train de en discuter le thème et ça nous permet d'être présents dans ces conversations au niveau national, local et international. Les besoins de la communauté doivent être satisfaits, et c'est pourquoi nous nous réunissons. En 2009, à Ouganda, il y a eu une loi promulguée en 2014. Nous avons créé une coalition des droits humains. Et encore une fois, LGBT, religieuse, la société civile, le mouvement féministe, on a tous participé et nous avons pu avoir une conversation au niveau national. Elle ne s'adressait pas seulement à une communauté, il y avait plusieurs communautés qui participaient. Elle voyait que c'était une problématique qui pouvait être traitée en commun. Les voix sont beaucoup plus fortes et c'est pourquoi qu'Ouganda, vous voyez un mouvement très fort parce que nous parlons les uns aux autres de façon continue. Nous parlons sur VIH, nous parlons des hommes, des femmes, donc il y a un aspect collaboratif et cette approche nous a permis d'adresser non seulement les différentes communautés, mais aussi travailler ensemble car les communautés se sont aperçues que la voix doit être pour la communauté et non non de là où vous venez. Je pense que ce que vous êtes en train de dire, que c'est votre problématique, c'est ma problématique, et c'est pour ça que on doit faire le plaidoyer sans frontières. Peu importe où vous vous asseyez, le problème, c'est un problème communautaire, c'est un problème local, régional, national et international. Je pense que ce sont les points clés qui vont nous permettre de amener le plaidoyer à un autre niveau et pouvoir atteindre nos objectifs respectifs. Nous avons des questions qui nous arrivent par la fonction des questions-réponses.
Bonjour Emmanuel. Merci Joël pour nous avoir posé cette question. Ici, comment obtenir le support de la société civile? Bon, nous travaillons ici comme réseau et nous faisons visible tout le temps. Comme réseau, nous allons vers les bases. Et la communauté est toujours informée sur nos actions de droits humains et de plaidoyer. Ça nous permet d'être présents au niveau national, que les représentants des professionnels du sexe, de différentes organisations puissent participer, mais aussi une participation au niveau communautaire. Le plaidoyer n'est pas quelque chose qui s'est fait une seule fois, c'est une action permanente. Nous pouvons nous devons nous poser pourquoi est-ce que nous faisons du plaidoyer? Et si vous répondez à un besoin de votre communauté, comme le VIH, pendant les démonstrations, nous devons nous rendre visibles. Il ne faut pas se cacher. Peu importe les actions qui sont entreprises par la police, nous faisons du travail en réseau sur les thèmes qui intéressent les femmes et nous nous rendons visibles. Car notre organisation est aussi visible auprès des autres organisations ici au Niger. Nous allons dans les organisations, par exemple, d'avocats. La chose, c'est qu'il faut sortir de son petit coin. Il faut la façon dont vous vous habillez, vous pouvez être arrêté. Notamment si vous êtes un travailleur, travailleuse de sexe. Que par votre apparence, vous pouvez être arrêté. Des fois, même votre façon d'habiller fait les gens croire que vous êtes un travailleur de sexe ou travailleuse de sexe. Et vous pouvez être arrêté. Et il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on cible seulement les travailleurs, travailleuses sexuels et on les arrête? Ils sont arrêtés par la police. Et ce sont des arrestations illégales. C'est la raison pour laquelle on demande les personnes d'y participer. Parce qu'ils sont des êtres humains aussi. Et donc, on leur demande d'adhérer à une cause. Nous n'avons pas une mission, nous n'avons pas une vision, nous n'avons pas ce genre de déclaration. Ce que nous faisons, c'est travailler en faveur des femmes, pour les femmes. Et c'est comme ça qu'on crée cette mobilisation. Merci beaucoup, Emanuela. Tu es en train de montrer comment tu es innovatrice dans ton pays.
Merci Liliane, merci. Joël, est-ce que vous avez des remarques finales avant de entamer la session de questions-réponses? Merci beaucoup à vous tous et toutes. Une réflexion générale, si vous me permettez. Lorsque nous dirigeons, et tant que leaders des communautaires et des organisations, et leaders des organisations, moi je vois les questions qui apparaissent sur le chat. Il y a une question de, vous savez, de pouvoir, des relations dans nos communautés. Et il faut aussi être très attentive si, en étant un homme blanc, vous gay, lorsque nous dirigeons des organisations, nous avons une identité, nous avons une dynamique de pouvoir et il faut savoir que ce que nous faisons, c'est un contre et ce n'est pas une responsabilité personnelle. Ça va au-delà de nous. Nous contribuons aussi à ces déséquilibres sur un statut, le contexte de base, parce que ces coalitions que Richard mentionnait vont être très importantes lorsque on parle de comment les personnes doivent être importantes pour les autres. Les plus de personnes vous engagez et vous montrez que chacun est important, parce que si dans votre mouvement vous n'avez pas que des hommes blancs, vous allez juste vous adresser à une population. Mais si vous intégrez des personnes venant de différentes origines, de différentes communautés, ça va vous permettre d'avoir une communication plus vaste. On a une question qui est de comment avoir des voix combinées qui s'adhèrent à un objectif essentiel. Je pense que vous l'avez cité au départ, mais pouvez-vous le rendre nous faire comprendre comme les voix venant des différentes organisations d'identité, comment est-ce qu'on peut créer cette atmosphère autour, par exemple, de bailleurs de fonds? Comment est-ce qu'on va tous porter la même voix? C'est une question assez vaste et très importante également. Bien entendu, il y a des mouvements que tout le monde doit avoir la même voix. À un moment donné, la communication, selon les stratégies, doit être... Mais des fois, il faut élargir et avoir plusieurs voix. Si vous voulez parler avec une seule voix, l'organisation doit être beaucoup plus forte, très spécifique pour définir les cadres de votre communication et des objectifs de plaidoyer. Ça, c'est très important. Mais ça, c'est une forme très spécifique de plaidoyer, qui n'est pas la seule. Il y aura d'autres cas où il faut y avoir plusieurs voix. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer les deux différentes façons de faire de plaidoyer. Un exemple très spécifique et qui est très intéressant et qui a été un mouvement, c'est pour l'égalité des mariages en Irlande. Il faisait une campagne avant qu'ils commencent à parler et à mobiliser. Ils ont fait leur investigation, leurs recherches
Et au lieu de l'attaquer directement, il laissera pris une année pour aller voir toutes et chacune des organisations qui travaillaient sur ce thème et ils les ont approchés. Ils ont connu leurs points de vue, leurs actions et ils ont établi une stratégie. Ils ont investi beaucoup plus de temps pour bien que tout le monde connaisse les stratégies. Parce que des fois, on crée une stratégie et puis après, on s'écarte de cette stratégie parce qu'elle n'était pas bien établie ou parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on a pris telle ou telle décision et commencent à s'écarter de la stratégie. Et parce qu'ils ne connaissent pas toute la recherche qui a été faite au préalable. Donc, on ne va pas partager nos secrets, mais il y aura des personnes qui seront en désaccord avant qu'on parle avec eux. Donc, il faut s'assurer que on va arriver à les convaincre. Parce que des fois, il y a un manque d'informations qui mène à mal saisir, à mal comprendre l'idée. À Ouganda, le mouvement est si immense. C'est difficile à savoir qui fait quoi. Mais il y a aussi une coalition très importante qui travaille contre la discrimination. C'est très intéressant et ça nous aide énormément. Nous remercions à tous les participants les questions qu'ils nous posent. Nous sommes en train de les recevoir. Richard, j'ai des questions pour vous, pour Rona, et j'ai aussi des questions générales. Quelle est votre perspective du rôle de la criminalisation de la population LGBT? Et on a pour vous la question porte sur quel est le pourcentage? Richard, si vous voulez commencer, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Liliane. Et je remercie la personne qui a posé la question sur ma perspective des objectifs contre la criminalisation des LGBT. Nous faisons une conception, non seulement de notre pays, mais nous sommes comme tout citoyen qui doit choisir avec qui vous voulez partager votre temps et partager votre vie et ne pas être criminalisé parce que vous êtes considéré différent. Donc, je pense que de façon stratégique, nous devons nous assurer que le gouvernement sache où se trouvent toutes ces problématiques. Nous avons commencé en allant dans les tribunaux pour les atteintes à la privacité. Et aussi pour la chez Victor, bon, on a montré qu'on avait un droit à la privacité, à notre les tabloïds de 2020 ont repris les thèmes sur les droits à la privacité et que les personnes des médias ne avaient
pas le droit d'aller dans la maison de quelqu'un parce que leur identité était différente. Donc, ça passait par les parlements et puis le tribunal, même s'il ne parlait pas de la substance, le fait que le tribunal avait dit qu'on ne pouvait plus permettre ce genre d'action, c'est la raison pour laquelle on parle de la discrimination. La discrimination, si on va contre la discrimination, ça va nous permettre de parler de toutes les sortes de services et accès et pris en charge de même. Et toutes les communautés se plaignent, par exemple, les populations vivant VIH qui n'ont pas accès à leur traitement, parce qu'on a des lois criminalisantes et ça rend difficile les choses. À l'heure actuelle, on peut pas dire on a à Ouganda combien de gays est-ce qu'on a à Ouganda. On ne se pose pas ces questions, donc il faut commencer à planifier les choses pour nos communautés, parce qu'à l'heure actuelle, c'est difficile de le faire. On ne peut pas songer que les choses vont arriver du jour au lendemain. Il faut investir de temps, s'engager de façon permanente afin de montrer pourquoi est-ce que nos droits doivent être protégés et défendus par l'État. Et bien entendu, il y a d'autres mesures qu'on peut adopter pour éliminer la discrimination. Engager des différents mouvements, travailler avec des différentes communautés. Me semble-t-il qu'une des choses que nous avons étant que communauté, c'est que nous travaillons dans les organisations avec des individus sur des thèmes qui intéressent à tout le monde, qui est commun pour tous. Nous ne voulons pas qu'une seule voix soit écoutée, nous voulons avoir plusieurs voix, mais il faut comprendre que nos actions doivent être permanentes et que nous devons travailler ensemble parce qu'en étant seul de notre côté, on a beaucoup plus de difficultés à faire passer le message. Oh là, la question, c'est que quelles sont les organisations à Vietnam, la BUAS, élégance et participants, Opioid Substitution pour la prévention du VIH. Ce sont les organisations sur lesquelles on pose la question. Non, nous ne le savons pas encore. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Après un processus très, très long, normalement, c'est prévu qu'on commence un pilote l'année prochaine. Et qu'après une année de pilote, on puisse le mettre en œuvre. Mais la question, c'est que la COVID a une interférence contre notre travail de plaidoyer. Dans les temps comme la COVID, ça pourrait être très subtil pour les patients et pour la personne. Pour
l'organisation méthadone OSTP, nous avons un réseau de personnes usagers de drogue. Ce réseau inclut des personnes usagers de drogue, y compris la méthadone. Donc, un réseau de personnes qui usent du méthadone. Nous avons un soutien de récupération de méthadone qui est de leur donner les médicaments. Dans ces cas-ci, la méthadone. Le programme a commencé à augmenter, notamment dans les provinces où on voit que la consommation est assez élevée. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? Avant de partir, est-ce que tu pouvais répondre à la question de Jeffrey? Il demande que le plaidoyer, c'est un processus assez long. Comment est-ce qu'on va assurer ça au fil du temps? Je pense que je ne peux pas répondre à cette question en disant que ce que nous faisons à l'heure actuelle, vous devez montrer l'importance de plaidoyer communautaire et puis aussi mettre en évidence l'importance de financer ces mouvements. Un des points que doit être mentionné aux bailleurs de fonds, c'est que les fonctionnaires publics vont changer d'un poste à l'autre. Et lorsqu'il y aura un nouveau président, nouveau premier ministre ou des fonctionnaires dans les différents ministères, est important à nous d'agir. Si nous devons savoir provoquer un changement dans les politiques ou avoir une transformation, nous devons soutenir la communauté afin de obtenir année après année jusqu'au moment qu'on obtient ce dont on a besoin. Je pense que le thème sur le financement est très important à long terme, mais on doit se poser la question de est-ce qu'il y a assez de financement pour les plaidoyers? Je pense que nous devons faire le plaidoyer pour avoir le financement pour plaidoyer. À mon avis, il faut faire les choses qui soient beaucoup plus durables dans le temps, dans le long terme. Nous remercions nos participants. Les questions sont extraordinaires. Nous aimons la façon dont tout le monde s'engage. Il y a une question que j'aimerais vous poser à tous nos intervenants et je voudrais demander à Emmanuela de répondre et après on va demander à Anna et après à Richard et Joël. Le travail que vous avez fait, les présentations que vous venez faire, est-ce qu'il y a des erreurs que vous pensez que vous avez commis pendant votre plaidoyer? Et si vous savez aller refaire, quelles seraient les choses à éviter, que vous souhaiterez éviter? Emmanuela. Merci beaucoup, Liliane. Et je vais demander à nos intervenants, puisque nous avons un public engageant et nous faisons des interventions très, très brèves afin qu'on puisse répondre à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Lydia, et je remercie les participants qui viennent de poser la question. Ici, je ne suis pas sûre. Parce que ça dépend des pays où vous êtes. Mais ici, nous avons suivi un processus tel quel. Si vous n'êtes pas structuré, les gens ne vont pas vous entendre.
Ici, il faut travailler de façon permanente. Vous devez travailler toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Et vous devez justifier pourquoi vous êtes en train de faire le plaidoyer. Vous devez montrer la cause qui vous tient à cœur. Ici, je ne pense pas qu'on ait commis des erreurs lors de ce plaidoyer. Je ne pense pas. Parce qu'en fait, on a accompli. Mais si vous commettez une erreur, ce n'est pas un problème. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'erreur. Ce n'est pas quelque chose qu'on a, un résultat qu'on a obtenu pendant un mois. Mais non. Il faut aller se battre. On a demandé de l'attention particulière pour ces individus. Ils avaient enduré des situations très difficiles. Mais il a fallu d'abord parler à la communauté avant de soulever le thème. Et puis, nous avons organisé cette plaidoyer d'une façon extraordinaire et obtenu nos résultats. On a Richard. De façon succincte, je vous prie. Je pense que je suis d'accord avec tout ce qui a été évoqué ici par tous et toutes. La question est très intéressante. J'ai aussi vu la question posée à Océane. Qu'est-ce que peut mieux marcher dans la réduction de risques, Océane? Moi, je n'ai pas la réponse. Notre investissement n'a pas si bien marché. Donc, désolée, je pense que pour la prochaine fois, on va mieux travailler. C'est pour ça que nous avons cette session, justement pour apprendre les uns des autres, parce que nous savons que vous êtes tous des passionnés. Richard, tu n'auras pas à répondre à cette question. Je vais vous poser une autre question et ça s'agit sur la COVID-19. Est-ce que ça vous a aidé à innover? Merci, Liane. Merci de la question. Je pense que nous avons tous appris de la COVID et essayé de s'ajuster ici et là. Dans tout mon travail, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, on ne pourrait pas répondre à un appel fait par un collègue de nos communautés à cause d'un confinement. Parce que même si vous avez le droit d'avoir de transport public ou vous avez un véhicule particulier, vous êtes en confinement et il y a un risque d'infection. Nous n'aurons pas pu imaginer comment les choses allaient changer et comment nous allons utiliser d'une façon si importante les réseaux en ligne. Pensez aux communautés qui n'ont pas accès à Zoom, Facebook ou à la technologie et d'autres plateformes en ligne. Et il a fallu agir vite, aller chercher des vélos et que les personnes puissent se transporter par des vélos, assurer l'approvisionnement
Et c'est pour ça que nous avons des services RSO, des services qui pouvaient être donnés à des communautés et puis avoir des responsables d'une personne qui allait donner un service à une autre personne, qui allait donner le service à une autre personne, et ainsi la chaîne. Enchaîner tout ça. Les services en ligne, les organisations, maintenant, ont fait des séminaires et il y a des lignes gratuites pour faire de conseils, d'assistance, l'utilisation de messages de texte. Il y a beaucoup de services gratuits où les personnes peuvent téléphoner ou accès, mais peut-être vous n'avez pas de téléphone, mais vous pouvez demander votre copain, copine de vous prêter le sien et vous pouvez avoir un appel gratuit. Donc oui, normalement, nous écrivons des lettres, mais la COVID nous a montré qu'il faut être beaucoup plus innovateur et qu'il y avait toute une problématique des mères vivant VIH et qui n'avaient pas d'accès à des services. Mais il y a aussi les services de prévention de VIH. Et puis, nous avons écrit une lettre ouverte au président et puis ça a été publié au gouvernement. La prochaine conférence qu'il a fait pour les pays, il a évoqué le thème des mamans vivant avec VIH qui n'avaient pas accès à des services. Donc, il a fait aussi un appel au ministère de la Santé pour qu'il puisse permettre à la société civile et faire appel à la ONG et permettre que les véhicules puissent être utilisés pour procurer ce genre de services. Donc oui, la technologie, c'était une des choses que maintenant, regardez là maintenant, nous sommes en VIH 2020 et nous sommes chacun dans un espace différent et nous parlons entre nous, on fait un échange. Donc, il faut se rappeler que nous sommes des privilégiés, mais pas tout le monde a le même accès à cette plateforme. Et il faut procurer des accès Internet à tous. Oui, il faut revenir à la base. Tu nous dis aussi que nous sommes en train d'innover. Et je vous écoute. Les points que je voudrais relever ici, c'est que l'innovation demande des ressources. Et je remercie AIDS Fund parce qu'ils ont mis des ressources ici. Et oui, ils ont pu procurer des vélos pour les femmes pour qu'ils puissent se déplacer. Et donc, cette ressource en était très importante. Comment est-ce que les plaidoyers peuvent être faits d'une façon, peut avoir lieu dans des endroits plus restrictifs? 2 ou 3 points à considérer où l'organisation n'est pas acceptée par la population. Oh non, mais c'est très intéressant et c'est très important parce que il y a des contextes qui sont très restrictifs. Qui n'est pas le cas de nos intervenants d'aujourd'hui. Je sais que ce que je vois, lorsque je parle de ces organisations, qu'on parle on parle de ces stratégies et la mobilisation de les stratégies, une perception que tout le monde est l'ennemi. Tout le monde nous sait. Tout le monde est contre nous. On n'a pas d'espace pour parler et il y a une forte répression. Et c'est vrai. Mais il s'agit aussi qu'on voit ça
parce qu'on se concentre sur l'opposition. Donc, on n'observe que les attaques qu'on reçoit tous les jours. Mais le reste, ça n'existe pas pour nous. Ces terrains intermédiaires, même les gens qui ne s'intéressent même pas. Parce qu'il y aurait même qui savait notre cause, ils pourraient s'adhérer à nous. Il y a une grande quantité de personnes qui sont neutres ou une position indifférente. Ou que, il y a des personnes qui pensent qu'ils nous aiment, mais peut-être qu'ils, en entendant nos arguments, peut-être ils ne vont pas nous aimer, mais au moins, ils pourraient s'arrêter de nous haïr. Alors, il faut identifier tout ça en lieu de croire que tout est l'opposition et qu'il y a toute cette haine envers nous et concentrer nos actions sur cela. Parce qu'on ne peut pas mobiliser les opposants. Mais il faut aussi trouver les moyens de les ignorer. Je pourrais vous dire que de contextes vraiment difficiles, on essaye de faire, c'est changer l'approche. Au lieu de répondre à l'opposition, qu'on commence à parler à d'autres personnes qui, normalement, seraient indifférents à nous. Et peut-être ça serait le premier pas pour s'y prendre. Bien entendu qu'il y aura des moments que la mentalité est si lourde qui ça représente une menace. Et là, se mobiliser et parler aux gens qui nous sont indifférents, ça ne serait pas la priorité. Mais bon, lorsque vous vous adressez aux individus et vous apercevez qu'ils n'ont pas une haine envers vous, c'est mieux. Une part de notre responsabilité, c'est d'aller au-delà et ne pas s'arrêter à la difficulté de l'environnement. Essayez d'identifier toutes les opportunités que vous avez. Et lorsque vous faites la véritable recherche auprès de la population, comme nous avons fait à Cameroun avec une organisation, sur quelle était la pensée des personnes. Il y avait des pensées qui avaient une perception confrontée, si vous voulez. Ah, ils se sont aperçus que, ah bon, d'accord, pas tout le monde a de l'aide envers nous. Et bien au contraire, il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à nous soutenir. Donc, il faut aller dans cette base-là. Oui, décidément, bien entendu que tout nous rappelle que c'est l'évidence qui fait bouger les choses, notamment lorsque tu vas avec les politiciens. Il y a tellement de questions qui nous arrivent ici. J'ai deux questions, une sur la technologie et l'autre sur... Je ne sais pas comment la technologie puisse améliorer le plaidoyer. Quelles sont la formation et l'obtention de ressources pour avoir une meilleure technologie? Comment est-ce qu'on doit se prendre pour organiser la communauté? Normalement, on arrive à la fin de notre séance. Nous allons obtenir vos réponses, mais je vous prie de le faire d'une façon très succincte, s'il vous plaît. Emmanuela, si tu peux nous aider sur la formation, les financements, les besoins et les ressources. Et on va vous demander de répondre à notre question. Je remercie à tous nos publics, à nos intervenants et à toutes les personnes qui se sont intéressées à notre événement. Merci de cette question. Je pense que le burn-out, ça a été un problème, mais en ce moment, notamment,
qui s'accroît parce que le fait qu'on est là 8 heures sans bouger, ce n'est pas une bonne santé, ça. Ce n'est pas bon pour la santé. Ou être réveillé lorsque vous devez dormir, ce n'est pas bon non plus. Mais heureusement, beaucoup de notre financement, nos ressources ne considèrent pas toujours ça. Et il faut faire un appel à nos partenaires pour continuer à financer et les montrer que c'est pour le bien-être de militants, des communautés. Et ça doit être tenu en compte. À l'heure actuelle, nous avons à replanifier. Et après ça, il faut mettre en œuvre. En même temps, il faut attendre les communautés. Et tout ça se déroule en même temps. Et il n'y a pas un moment pour réfléchir. Et si on continue comme ça, il y aura un moment que on ne va pas s'entendre les uns les autres et ça va nous ramener à ce qui vient d'être évoqué, qu'il faut investir le temps pour faire de la recherche, pour avoir des conversations avec des autres organisations de qualité. Et je ne sais pas combien je peux souligner que le soutien qu'on obtient pour le bien-être des militants est clé pour la communauté. Je sais que des différents partenaires, ils ont réaligné les ressources pour pouvoir soutenir cet aspect en particulier. Le speech program par tous les pays a lieu et puis il y a d'autres partenaires qui vont se adhérer et il faut tenir cette conversation parce que il faut aussi avoir des mentalités claires pour pouvoir entamer les dialogues. La question sur la technologie, me semble-t-il, c'est très intéressante. Nous avons utilisé cela et je pense qu'avec la pandémie de la COVID, la technologie est devenue beaucoup plus importante encore. Oui, il y a quelques années, on avait commencé avec les messages de texte SMS, s'avère encore utile car, en particulier avec des usagers de drogue, les SMS est le mode de communication préféré, donc texting, les textes. Les gens peuvent être très discrets, ils peuvent envoyer un message de texte, même lorsqu'ils sont en silence et qu'ils ne savent et qu'ils veulent garder leur confidentialité, que les autres personnes ne sachent pas qu'ils sont en train de communiquer. Et puis, WhatsApp est aussi très utile. Le Google Translate est aussi utile parce que nous venons de différents pays, nous parlons des langues différentes locales afin de nous comprendre les uns aux autres. Google Translate est très utile et ça peut nous aider à aller au-delà de la barrière linguistique et communiquer avec des personnes qui ne parlent pas la même langue que nous. Et ça nous aide au niveau de la communauté. Et puis, nous avons aussi d'autres plateformes de communication. Mais avant de commencer à utiliser tout ça, nous avons mobilisé les communautés à Vietnam avec Zoom. Et ça a été très utile. Nous devons avoir des personnes qui connaissent les technologies, mais aussi la technologie elle-même, parce que avoir des dispositifs, même pas de téléphone mobile. Donc, les personnes les plus pauvres sont notamment les personnes âgées de drogue et d'autres
communautés des populations clés, par exemple professionnels du sexe, et au sein de la communauté LGBT aussi, on va voir des personnes qui n'ont pas de mobile ou un mobile intelligent, un smartphone. Donc, pour communiquer, il faut les procurer, ce genre de dispositifs, de téléphones mobiles intelligents, les smartphones. Par exemple, pour la malaria, nous avons procuré des smartphones abordables à ceux qui viennent des communautés indigènes. On les a formés à les utiliser. Et on les a appris à utiliser les apps pour pouvoir communiquer en temps réel et ça marche très bien, notamment pour ces personnes qui travaillent dans le paludisme. Et normalement, ils sont des endroits assez éloignés et les personnes n'ont pas le droit de voyager très facilement. Donc, il faut penser à l'infrastructure, il faut penser au hardware, à l'Internet, aux services Internet, et puis aussi former les personnes aux nouvelles technologies. Je sais que je ne réponds pas de façon spécifique la question de Maïka, c'est juste pour vous montrer que oui, c'est très, très utile et tout investissement en technologie est très utile. Merci, merci beaucoup. Emmanuela, est-ce que tu as des commentaires que tu souhaiterais évoquer ou répondre à une des questions qui ont été formulées? Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais parler de financement de plaidoyer. Ici, nous pensons que lorsqu'il s'agit de la formation, beaucoup de bailleurs de fonds nous donnent de financement, y compris une formation pour les réseaux communautaires. Lorsque les partenaires accordent des fonds lorsque les actions sont dirigées par les communautés. Des partenaires moi, je voudrais dire c'est qu'il y a un budget conçu pour des actions dirigées par la communauté. Tout doit être couvert et puis vous allez identifier où sont les défis. Peut-être c'est dans la discrimination des travailleurs du sexe. On doit travailler ensemble avec les plaidoyers, les bailleurs de fonds et les militants. Si possible, on doit faire une analyse pour les zones en spécifique, parce que là, ils ne vont pas investir des ressources. Il y a des endroits où le travail sexuel est légalisé, mais il y a d'autres où ne l'est pas. Et il y a des intérêts de toutes parties. Nous souhaitons que le travail sexuel soit légalisé dans tout le Nigeria.
il y a un besoin de conduire des formations de toutes sortes. Nous devons avoir des ressources. Il y a des endroits où vous allez faire de la formation, vous réalisez que il manque d'autres choses, qu'il y a d'autres besoins. Et c'est une perte de ressources si vous n'avez pas fait une analyse au préalable sur quels sont les thèmes que cette formation doit aborder. Donc, au moins, nous avons des réseaux dirigés par les communautés qui vont parler au nom de la communauté, qui vont nous faire part de leurs besoins pour qu'on puisse créer la formation spécifique pour connaître quels sont les véritables besoins de ces communautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que la prochaine session, on va vous entendre des remarques de clôture en tant qu'intervenant, car nous arrivons presque à la fin. Oui, vous vous rappelez bien le monitoring, le suivi qui doit être fait au sein de cette communauté. Notamment pour la planification. Joël, je vais commencer avec vous pour notre dernier point. Vos remarques de clôture, s'il vous plaît. Bon, c'est très intéressant parce que les débats sont très enrichissants. J'aimerais toucher tout, mais je vais me concentrer sur les mobilisations car c'est les thèmes que je dois traiter ici dans cette session. Les enfants, VIH ou d'autres thèmes qui ont été évoqués par les questions. Mais semble combien est-ce que les organisations arrivent par mobiliser en quantité. Dans les organisations grandes, beaucoup de plaidoyers se fait de façon interne avec un poignet de personnes. Et les organisations ne trouvent pas ni l'énergie ni le temps pour aller parler au-delà de nous. Donc, aller demander une politique, par exemple les ARV pour les enfants. Qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que les juges sont à l'intérieur, ils ne sont pas complètement en dehors de la société. Je pense qu'on peut faire des changements fondamentaux. Je vois qu'il y a beaucoup d'organisations qui trouvent ça très difficile ou très défiant. Les gens ne s'avèrent pas intéressés, ils vont nous dire ou nous avons une opposition très difficile ou c'est dangereux pour nous. Mais toutes ces choses ont des solutions. Bien entendu, ici, on ne peut pas évoquer toutes les solutions, mais nous avons des cas d'études qui peuvent vous montrer comment vous y prendre pour aller au-delà de toutes ces problématiques, si vous voulez continuer avec ces conversations de comment surmonter tous ces défis. Mais les défis sont une chose, mais il y a des opportunités que nous avons devant nous, et ça, c'est aller rencontrer des autres personnes. Merci. Pourquoi continuer à parler à nous-mêmes, à l'intérieur de nos organisations? Communiquer avec les autres organisations également. Mes
chers participants, mes chers intervenantes, cette conversation va continuer. Nous vous invitons à participer à toutes ces organisations. C'est très important que vous continuez les conversations, que ce soit sur les sites web de VIH 2020, AIDS Fund, Frontline AIDS et les autres organisations qui sont notre sponsor aujourd'hui. Merci beaucoup Liliane. Au nom de mon organisation, je vous remercie de nous avoir l'occasion d'y participer dans cette conversation lors de VIH 2020. Pour moi, selon les conversations qu'on a entendues ici de tous les intervenants, il y a tellement de résultats positifs lorsque le plaidoyer est fait par les communautés. Et c'est ce que je vois. Merci beaucoup. Je voudrais juste partager comme commentaire de clôture. Je pense que nous devons être tolérants. Nous devons accepter aussi les défaillances, les erreurs, car notre progrès ne veut pas toujours aller vers l'amont. Il faut reconnaître que même les moindres progrès effectués doivent être célébrés parce que ça nous aide à tenir le moral et continuer parce que ça peut être épuisant et apprenons à commettre nos erreurs, les accepter et continuer à travailler. Oui, prendre soin de soi-même est aussi très important pour les militants. Lors d'un processus de longue haleine dans des plaidoyers. Merci beaucoup, Liliane. Je peux vous dire que lorsque nous parlons d'intégration, il est aussi important de soutenir les actions dirigées par la communauté parce que ce sont les interventions qui intéressent les communautés et qui vont nous permettre de corriger ou d'aborder leurs besoins. L'un des obstacles que nous constatons sur l'accès aux services VIH ou pour les communautés trans partout dans le monde, nous devons avoir toutes ces conversations et nous devons assurer que les communautés, les militants, les gouvernements entament ce dialogue, ce débat, car que c'est un des obstacles qui nous empêche à contrôler les épidémies. Donc, il faut toujours le mettre dans l'agenda, l'inclure dans l'agenda. Merci à notre public. J'ai aussi des réflexions de ce que nous avons abordé. Il me semble que c'est très important que nous devons retenir des points évoqués par nos intervenants. Il faut avoir des participants très forts pour pouvoir faire valoir nos droits. Il est très important également qu'étant qu'une équipe, lorsqu'on ne travaille pas en silo, on va avoir l'élimination de la violence
le plaidoyer, le mouvement est un mouvement de longue haleine. Nous avons entendu des points clés pour tenir bon cette bataille dans le temps. Anna nous a donné quelques conseils là-dessus. La criminalisation n'est pas un groupe qui est criminalisé. Il y a plusieurs groupes qui sont criminalisés, mais il est très important que l'homophobie, la transphobie, biophobie soient aussi abordées. Et c'est une des recommandations que nous faisons pour travailler en dehors de silos, travailler de façon conjointe, briser les barrières et essayer d'adhérer le plus grand nombre de personnes. Confiance, que les personnes nous fassent confiance, c'est très important pour le plaidoyer. Les mouvements grands et puis unir ces mouvements. Et puis le plaidoyer, paraît-il que c'est clé pour toutes nos actions. Mais il est aussi important qu'on plaidoie pour le financement, pour tenir bon et nous permettre de continuer à agir. Il est important que nous avions échangé ces exemples aujourd'hui. Nous avons entendu de l'Ouganda, de Nigeria, de Vietnam et différentes parties du monde. Mais lorsqu'ils nous parlent, on voit la solidarité et on constate les différences également. Ces exemples sont l'évidence claire que pourquoi le plaidoyer fait par la communauté est nécessaire et il est requis si nous voulons continuer à avoir des progrès. Il est important qu'on doit investir à ces sujets et dans les prochaines semaines, Aid Funds, Frontline Aid et nous tous, en tant que communauté et les organisations de la société civile et des plaidoyers vont continuer à partager des exemples des communautés et comment on peut obtenir des réponses favorables. Vous pouvez contacter Aid Fund et Frontline Aid utilisant le hashtag que vous pouvez repartager, retransmettre et beaucoup plus important encore, investir dans les communautés, investissez dans le plaidoyer dirigé par les communautés. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nous vous remercions, les membres de notre panel. Merci Frontal Aid, HIV 2020 pour nous avoir donné cette plateforme pour amplifier la voix des communautés. Ça n'aurait pu être mieux que cela, mais comme je vous dis, la conversion continue. Hashtag Community Advocacy. Bonne soirée. Je vous souhaite à vous tous une bonne continuation.